Ah oui, oui, tu l'as rencontré dans les hubs conférences du groupe SOS. Et tu l'as vu dans des incubateurs aussi. Ouais. C'est Wassim. Voilà. Upcycly, parcours avant tout humain du créateur de la start-up. Comment un soir, après son métier de consultant en informatique, Wassim Chelfi regarde d'un côté une palette jonchée sur le sol mouillé et de l'autre côté du trottoir, un SDF sous un Porsche. Sans business model, mais avec le cœur comme moteur, il crée Upcycly en faisant participer des communautés de quartier au reconditionnement d'objets délaissés dans le but de les mettre à la disposition du bien commun. La start-up est très vite repérée par plusieurs incubateurs, c'est là où du reste on s'est rencontrés. Des incubateurs très sociaux, des grands noms comme Make Sense et le comptoir de l'innovation, ce qui permet à Upcycly de faire ses premiers espaces de travail pour ces mêmes incubateurs. Le pli prend, des entreprises commandent une inspiration dans leurs espaces de coworking et de créativité à Upcycly, faire interagir les résidents, mode collaboratif, travail sur l'objet en atelier, sur place ou hors de l'entreprise. Pour Upcycly, le modèle d'un espace de coworking ou de créativité collective s'inspire avant tout des souhaits des résidents plutôt que d'être préfabriqué par un design superficiel. Wassim, c'est à toi. Merci pour cette introduction. Voilà, exactement, ça a commencé dans ce cadre-là. Trop de déchets, une matière première, une valeur qui a une valeur, et énormément de SDF avec un manque d'emploi et donc un manque. Pourquoi ne pas trouver cette symbiose qui permet à cette matière première de servir ce manque qui est de plus en plus ancré dans notre société? Et donc, concrètement, on s'est posé la question sur ce qu'on peut faire avec des tonnes et des tonnes de matières premières qui sont de très bonne qualité mais qui demandent qu'à être revalorisées. Donc à partir de là, on s'est lancé, on s'est fixé comme mission d'abord de revaloriser des rebuts pour créer de la valeur, qu'elle soit économique, environnementale ou sociétale. Je m'explique. Économique dans le sens, ça peut être un canapé, ça peut être une chaise, il a une vraie valeur. Environnemental dans le sens de réintroduire la biodiversité en ville à travers des jardinières, des composts, des colonnes végétales, mais aussi sentimental parce que lorsqu'on fabrique son propre meuble, surtout avec des matières qui ont du sens, qui sont responsables, ça rajoute une âme, ça rajoute une histoire au meuble. Ce n'est pas le meuble qu'on peut retrouver n'importe où ou que 3 milliards de personnes en ont déjà. Donc ça, c'est vraiment le premier objectif. Le deuxième objectif, pour avoir un impact encore plus concret et plus global, c'est d'initier cette dynamique de revalorisation et de détournement de déchets collaboratifs. On n'a concrètement rien inventé, ça existe déjà. Mais comment mettre tous ces facteurs-là dans un cadre dynamisant, incluant, ludique, où les gens ils passent pour passer un bon moment que de parler de déchets ou de biodiversité. C'est dans ce sens-là, et j'en parlerai un peu plus en détail par la suite, où on a initié des journées de revalorisation publique qui s'appellent les Upcycly Fest, où nous, on ramène la matière première, les déchets ou les rebuts, les outils, le savoir-faire, l'encadrement, les plans, l'ambiance, enfin tout ce qui va avec, afin que monsieur et madame tout le monde, en passant, qu'ils prennent part à cette initiative collaborative. Concrètement, on démonte les palais, on construit du meuble et on repart avec le tout dans un esprit de partage du savoir-faire et de transmission en tout cas voilà, de vivre une expérience globale. Et c'est en se basant sur cette base communautaire très large qu'on a développé ou que le business model s'est peaufiné par lui-même, et notamment en proposant des aménagements responsables sur mesure, que ce soit pour des hôtels, des espaces de coworking, des restaurants et autres. Et donc le lieu, il a une autre... en rentrant dans des lieux de ce type-là, il y a une émotion qui se crée, il y a quelque chose de différent. Et dans un deuxième temps, on travaille sur l'aménagement collaboratif des espaces d'entreprise en incluant les salariés. L'idée, encore une fois, c'est d'offrir une expérience unique
aux salariés d'une entreprise en aménageant leur espace cuisine, leur espace jardin, leur espace détente, leur espace de co-création. Concrètement, c'est ce qu'on offre, c'est aux salariés de co-fabriquer leur espace de créativité. La première partie sur est-ce que le fait de travailler sur le travail collaboratif, parfois ça peut être une contrainte. S'il n'y a pas le cadre qui va avec, souvent c'est des grands open space où il peut y avoir du bruit, où il peut y avoir voilà, des dérangements. Donc ça peut être une contrainte, mais comment absorber cette contrainte? Il y a plusieurs approches, que ce soit sur l'aménagement lui-même, mais aussi sur le lieu, de faire sentir, de faire adopter le lieu avec ses différents aspects aux salariés. Concrètement, ça passe aussi par le fait d'intégrer, encore une fois de plus, les salariés et de travailler sur le côté voilà, confort de travail, enfin bien-être au travail. Je vous prends l'exemple des espaces de café ou autres. C'est des lieux de vie et qui participent, encore une fois, à une dynamique de groupe au sein des entreprises. Ça peut être aussi l'espace, bien sûr, de créativité dans les espaces de coworking. Et si on n'implique pas les résidents en amont, dans la conception, dans la réalisation de ces lieux, ça reste des lieux étrangers. Et il y a un cas de figure qui se présente assez souvent, c'est lorsqu'une entreprise déménage. Les salariés, il faut qu'il y ait quelque chose pour s'approprier les nouveaux lieux. Qu'ils soient collaboratifs ou pas, il faut marquer, entre guillemets, vraiment cette transition. Et le meilleur moyen qu'on a, d'ailleurs le retour qu'on a, c'est celui-là, c'est qu'on ne savait pas comment gérer cette situation de changement, et on a trouvé voilà, ces ateliers collaboratifs qui permettent d'aménager l'espace, qui impliquent les salariés, et ça a rejailli sur la dynamique de groupe. Voilà, je sais pas, c'est vraiment des retours concrets que nous avons. Alors, en termes concrets de bénéfices pour la qualité enfin, la productivité ou le travail dans l'espace lui-même, oui, surtout que il y a un vrai impact immatériel encore une fois, mais qui permet d'avoir des conditions optimales pour collaborer et pour échanger. Surtout que, comme ça a été mentionné par vous-même, il y a une nouvelle génération de salariés qui aspirent plus à sortir des bureaux standards, ou en tout cas des locaux de fonctionnement standard, et pour aller vers quelque chose qui a plus du sens, qui est une émotion, qui a une expérience, ou quelque chose d'unique, d'atypique. On est vraiment à ce stade-là de chaque fois arriver avec une réalisation, un état d'esprit ou un lieu qui dégage, entre guillemets, quelque chose de nouveau, d'innovant, de moins pyramidal et un peu plus horizontal. Et indirectement, ça rejaillit, par exemple, sur les nouveaux recrues, sur la nouvelle génération de salariés qui sont de plus en plus jeunes, qui sont de plus en plus connectés, qui aspirent, qui sont tous sur Pinterest, avoir tous les modèles et autres, les inspirations qu'il y a. Donc voilà, c'est dans ce sens-là où on travaille sur la productivité et faire en sorte que le lieu de travail soit un lieu agréable pour les salariés et par ricochet, ça rejaillit sur leur qualité de travail et de productivité. Merci Wassim d'être venu nous appeler une respiration sur les nouveaux lieux de travail. Merci pour cette présentation. Effectivement, la mixité des usages est une chose qui me paraît intéressante, aussi bien mixité de quartier, le fait que la vie privée et la vie professionnelle finalement devient un petit peu risque de se mélanger et également voir quelles sont les limites à ces frontières et par contre la proximité des lieux de vie et des lieux professionnels. Par contre, on travaille également les bons atouts sur la vie pratique et sur les échanges entre personnes. Le développement durable est quelque chose qui est déjà intégré. Aujourd'hui, on ne peut plus faire un bâtiment de qualité sans labellisation. Peut-être ce qu'on n'a pas encore normalisé, heureusement, mais qui est très important, qui est peut-être la prochaine révolution, c'est l'intégration de l'humain dans le bâtiment et le rôle de l'utilisateur qui est de plus en plus important pour des produits qui ensuite se commercialisent bien.